Bonjour à tous, on continue ces vidéos sur la programmation web et aujourd'hui on va voir comment programmer la couche REST. Donc on est côté back-end sur ces stacks min, donc en utilisant MongoDB et Express. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est que REST? Un REST, c'est un style architectural qui a été défini il y a de cela quelques années, qui en fait est vraiment une architecture orientée données. Donc on va avoir la base de données qui est ici, nous on utilisera MongoDB, mais REST ne se réduit pas à l'utilisation de MongoDB. Et l'idée c'est qu'on va accéder, on va permettre un accès à ressources qui sont dans la base de données via HTTP. Donc là ici, on imagine on a un client et ce client va accéder directement à la base de données en utilisant les requêtes HTTP. Donc c'est ce que je montre ici, il va sur Internet et il utilise le protocole HTTP. Du coup, juste devant la base de données, il faut bien sûr placer un serveur web qui va être lui responsable de recueillir les requêtes HTTP, les transmettre à la base de données, récupérer les données et transmettre la réponse vers le client. Donc nous, comme serveur, on va utiliser Express sur Node.js. Alors, il y a trois principes. Un REST, si vous voulez vraiment la grosse synthèse de REST, c'est ces trois principes-là. Donc, on a compris qu'on a la base de données et on a compris que le client allait accéder aux ressources qui sont dans la base de données via HTTP. D'accord? Donc, on a coutume de dire que cette base de données contient des ressources. Ça, c'est vraiment la terminologie REST. Et on va fournir un accès à ces ressources. Alors, le premier principe, c'est qu'on va proposer un accès à ces ressources, mais en les nommant directement. Donc chaque ressource a un nom, et ce nom, on va pouvoir y accéder en l'utilisant et en le mettant dans l'URL de la requête. Donc là, ici, je donne trois exemples. Donc ça, c'est une URL que je fais vers un serveur, donc mon serveur.fr, et je vais ici accéder, vous voyez, ça c'est le nom de la ressource. Donc là, j'accède à la ressource produit. Ici, c'est une autre ressource, donc mon serveur.fr toujours, et j'accède à la ressource produit/1. Donc on imagine ici que je vais avoir une liste de produits, alors que juste en bas, je vais avoir un produit. Donc le produit numéro 1 par exemple. Voilà. Alors je pourrais continuer, ici mon serveur.fr, et donc la ressource, ça serait la description du produit numéro 1. Voilà, donc on utilise les chemins des URL, c'est le principe numéro 1, pour nommer directement les ressources qui sont accessibles via HTTP. Deuxième principe, c'est qu'on va manipuler ces ressources. Donc on va utiliser les requêtes HTTP, et pour cela on va utiliser les méthodes HTTP, et on va utiliser la bonne méthode en fonction du traitement que l'on veut réaliser sur la ressource. Alors par exemple, si on veut lire la ressource, on va utiliser la méthode HTTP get. Get veut dire donne-moi. Donc effectivement c'est une opération de lecture. Si par contre on veut créer une nouvelle ressource, on va utiliser la méthode HTTP post. Ici post veut dire je veux poster quelque chose de nouveau, donc je veux créer une ressource. Si on veut par contre mettre à jour une ressource existante, on va utiliser la méthode put, et si on veut supprimer une ressource existante, bien sûr, on va utiliser la méthode delete. D'accord? Donc on a compris, on a notre client ici en haut là, qui va envoyer des requêtes HTTP, et en fonction du verbe, en fonction de la méthode employée, on va avoir un traitement particulier sur la ressource. Donc si je fais un get ici sur cette ressource produit, je vais obtenir la liste des produits. Le troisième principe de REST, c'est d'utiliser des formats standards pour les échanges. Et donc, on va utiliser les formats XML ou JSON. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client qui est ici, si jamais il fait un get sur produit, par exemple, la liste des produits lui sera retournée soit dans un document XML, soit dans un document JSON. Voilà. Donc, c'est ces trois principes qui font vraiment le cœur de l'architecture REST. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur REST, je vous donne une URL. Je la mettrai certainement en lien sur mon site personnel, et j'espère pouvoir le mettre sur le site YouTube. Et là, vous avez un magnifique document, c'est en anglais, qui écrit tous les principes de REST. Mais en tout cas, les trois principaux sont ceux que je viens de vous illustrer. Le numéro 1, nommer directement les ressources. Numéro 2, la bonne méthode HTTP, le bon verbe. Numéro 3, utiliser les formats standards. Bien, donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre base de données qui est là, notre base de données MongoDB, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous ne vous rappelez pas, il y a une petite vidéo je fais un peu ma pub, il y a une petite vidéo sur YouTube qui montre cela, mais dans MongoDB, les données sont structurées sous deux formes. On a les collections, et dans les collections, on va avoir des documents. C'est là qu'on va avoir les documents JSON, par exemple, même s'ils ne sont pas stockés nativement comme ça. Bien, on a ces deux notions, d'abord la collection, ensuite les documents. Donc on a plusieurs documents dans une collection. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que chaque collection dans MongoDB sera une ressource,
et donc aura son URL. Alors on va favoriser l'utilisation d'un S, pour dire qu'il y a plusieurs documents à l'intérieur, et chaque document MongoDB est une ressource, donc à l'intérieur ce document est une ressource, et on va utiliser ici la clé _ID qui est fournie par MongoDB pour y accéder. Alors on pourrait continuer, hein, là on a des documents JSON à l'intérieur enfin dans les documents c'est un document JSON, et dans les documents JSON on a des propriétés, hein, nom, valeur, et une valeur ça pourrait être un autre document JSON. Donc on pourrait faire en sorte qu'à l'intérieur d'un document on pourrait avoir une autre ressource, mais ça je le mets en italique ici parce que je ne vais pas suivre ce principe, ça fait un peu trop de ressources à mon goût. Mais bon, à la limite si vous voulez le faire, je ne vous en empêche pas. Bien, du coup, maintenant qu'on a compris ces principes, qu'on a compris REST et qu'on a compris comment on allait mapper ces principes sur une architecture MongoDB, on va voir un petit peu comment on va gérer cela avec REST. Donc pour pouvoir faire ça, je vous rappelle l'idée là, c'est qu'on va envoyer des requêtes HTTP, donc la méthode d'URL. Donc ici, je veux lire le troisième produit. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir interagir, hein, il faut que les requêtes ici, hop, il faut qu'il y ait une interaction avec la base de données MongoDB. Donc pour faire cette interaction, on va forcément utiliser ce qui s'appelle un driver. Donc c'est lui qui va nous permettre en JavaScript de manipuler la base de données MongoDB. De plus, avant de pouvoir faire cette manipulation avec le driver, il va falloir créer, donc là on connaît, les routes et les middleware dans notre infrastructure Express. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, là encore je fais ma pub, il y a une petite vidéo qui vous explique ça très bien. Bon, on va d'abord zoomer sur ce driver et ensuite, très rapidement, j'expliquerai comment on code ces fonctions JavaScript, comment on les met dans Express. Mais zoomons d'abord sur le driver. Alors, il y a actuellement plusieurs drivers JavaScript pour MongoDB. J'en présente deux ici qui sont très connus. Donc, on a un driver qui s'appelle Node.js MongoDB Driver. C'est le driver natif de Node.js, le driver officiel de Node pour MongoDB. Donc ce qui est bien avec ce driver, c'est qu'il va proposer des fonctions JavaScript pour toutes les fonctions proposées par MongoDB. Donc c'est vraiment un espèce de wrapper. Vous avez votre base de données qui est là. Excusez-moi. Vous avez votre base de données qui est là. Et votre driver va vous proposer des fonctions qui correspondent à tous les traitements que peut faire votre base de données. Alors le point important aussi, c'est qu'il est vraiment conforme à l'architecture de MongoDB, c'est qu'il n'y a pas de schéma. Hein. Les données qui sont stockées ici n'ont pas de structure. Pas de schéma, ça veut dire pas de structure prédéfinie. D'accord ? C'est un module Node pour l'installer, npm install MongoDB. Alors il y a un autre driver qui est pas mal utilisé, qui s'appelle Mongoose, qui lui est un driver open source, qui lui aussi va fournir des fonctions JS pour toutes les fonctions MongoDB, donc là c'est complètement équivalent avec le driver officiel de MongoDB. Mais lui, alors là c'est là la différence, d'accord ? C'est pas égal. Là ici, il va proposer des schémas. Donc si vous êtes rassuré, si vous préférez que votre base de données elle ne puisse contenir qu'une certaine structure de données, donc là si vous voulez avoir une structure prédéfinie, eh bien vous pouvez utiliser Mongoose qui va forcer à ce que les données qui rentrent dans MongoDB soient conformes à une structure prédéfinie. Donc là encore c'est un module Node, donc pour l'installer npm install Mongoose. Bon, nous on va dans la suite de cette vidéo, on va zoomer sur ce driver, et je vais vous expliquer comment il marche. Si vous voulez comprendre celui-là, charge à vous d'aller sur Internet, regardez la doc, et vous verrez que c'est assez similaire au driver officiel Node pour MongoDB. Alors, comment il marche ce driver donc, pour MongoDB ? En fait, il faut bien comprendre que dès qu'on va vouloir accéder à une base de données, 3 étapes doivent être suivies. La première, nécessairement, c'est la connexion à la base de données. Donc, on a notre application JavaScript qui est ici, donc ça c'est une application JavaScript, et elle doit créer un tunnel, ouais, ce que vous voulez, enfin bref, une communication avec notre base de données. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a notre communication, eh bien, on va utiliser cette communication pour accéder aux collections de la base de données. Une fois qu'on a les collections, on va pouvoir rentrer dedans et accéder aux documents. C'est nos points 2 et nos points 3. Alors, il va falloir gérer effectivement ces connexions et ce qu'on nous conseille, c'est de créer une seule connexion entre l'application qui est là et la base de données qui est là. Il ne faut pas en faire plusieurs, d'accord ? Donc si vous avez créé une connexion, vous devez réutiliser cette connexion pour accéder à d'autres collections ou accéder à d'autres documents. Hein. On vous déconseille de créer plusieurs connexions parce que ça prend du temps et puis ça ne va pas beaucoup plus vite. Ok ? Le deuxième point, c'est que si jamais vous avez déjà un accès à une collection, essayez de l'avoir dans une espèce de mémoire cache,
parce que ça ne sert à rien d'aller rechercher n fois la même information si vous venez juste de la voir, hein, si elle n'a pas changé. Du coup, essayez de gérer ça. Bon, nous, on va surtout appliquer ce principe. On va créer qu'une seule connexion dans notre code. Le cache, on n'en fera pas, mais dans les vidéos prochaines, je vous montrerai comment ça peut se faire. Ok, donc on y va. Concrètement, comment ça marche dans le code, hein, comment on se connecte, quelle est notre première étape, comment on se connecte à la base de données. Bien, pour cela, c'est relativement simple. On va utiliser un objet JavaScript qui est fourni par le driver qui s'appelle le Mongo Client. Okay, donc il faut créer le client Mongo, et ça c'est très simple, ça se fait juste après le chargement du module. Donc là ici, tac, je charge le module, ça c'est je charge le module. Une fois que le module est chargé, je fais point Mongo Client et j'obtiens une référence vers cet objet Mongo Client. Donc une fois que j'ai mon Mongo Client, je peux l'utiliser directement pour avoir une connexion à la base de données. Donc j'utilise la méthode connect du Mongo Client, dans laquelle je donne l'URL de la base de données, et je donne une fonction, c'est une callback function, qui sera exécutée une fois que la connexion sera établie. Alors en fait, pas tout à fait. Ce callback sera exécuté une fois qu'il aura fini d'essayer d'établir la connexion. Donc il peut se passer deux choses. Soit il y a une erreur, donc ça veut dire pas de connexion, mais dans ces cas-là, vous êtes au courant. Soit il n'y a pas d'erreur, et dans ces cas-là, vous avez, avec cet objet DB, c'est la connexion, égale la connexion, et vous pouvez utiliser cet objet pour communiquer avec la base de données. Ok? Donc relativement simple. On utilise l'objet Mongo Client qui est automatiquement exporté par le module MongoDB, et on utilise la méthode connect en lui donnant une URL. Alors l'URL, j'ai donné ici l'URL sur ma machine, hein, je lance le MongoDB sur ma machine, c'est très simple, vous donnerez l'adresse de la machine, et vous donnez ici le nom du répertoire. Donc là, allez voir la doc de MongoDB, vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est le répertoire de travail dans lequel seront stockés les fichiers qui seront manipulés par votre application. Bien, une fois qu'on a la connexion avec la base de données, notre deuxième étape, c'est d'obtenir la collection. Hein, obtenir la collection, c'est bien notre deuxième étape. Donc ça se fait relativement simple. On a l'objet connexion, on l'a récupéré. Donc là, vous voyez, ligne 5, c'est ce que je viens de montrer. Donc on s'est connecté à la base de données et notre callback va être exécuté. Donc soit on a une erreur, soit on a DB. Donc là, ici, on va considérer qu'on n'a pas d'erreur. On va considérer qu'on a accès à la base de données. Et donc une fois que vous avez accès à la base de données, vous pouvez soit créer une nouvelle collection, c'est très simple, c'est DB create collection, soit obtenir une collection déjà existante, c'est DB collection. Donc c'est ce que je fais ici, db.collection, je cherche une collection déjà existante, je lui donne son nom, ça c'est le nom de la collection. Et là encore, j'utilise une fonction callback, ça c'est une fonction callback. Donc cette fonction callback sera exécutée une fois que j'aurai exécuté la recherche de la collection. Donc deux choses peuvent encore se passer, soit il y a une erreur, ça veut dire grosso modo, la collection n'existe pas, soit il n'y a pas d'erreur, et dans ces cas-là, la collection existe et elle se retrouve accessible grâce à cet objet. Donc on a compris, très simple, notre troisième étape qui est jouer avec les documents se fait et se fera en utilisant l'objet collection qu'on vient d'avoir. Alors en fait, il y a deux choses qu'on peut faire, soit on peut insérer, donc le 3A, insérer les documents de cette collection, soit on va le voir juste après, soit on peut rechercher des documents dans une collection. Alors l'insertion d'un document dans une collection, c'est très simple. On utilise la collection qu'on vient d'obtenir et on exécute la méthode insert qui va prendre deux arguments, un document, le document que vous voulez insérer, et qui va là encore utiliser une callback, cette callback qui sera appelée une fois que l'insertion sera faite. Une fois l'insertion réalisée. Donc un petit peu de code qui montre cela. Donc je rappelle toutes les étapes. Là j'ai mon étape 1, connexion à la base de données. L'étape 2, accès à la collection nommée produit. L'étape 3, qui est de là à là. Hop, ça c'est l'étape 3. Donc là j'insère un document dans la collection produit. Ce document, lequel est-il? Il est là. Ça c'est tout le document. Voilà, ça c'est le document. Donc je peux mettre n'importe quoi ici. Donc là j'ai mis un document avec 3 propriétés, nom, description, prix. Et la callback qui sera exécutée une fois que l'insertion sera réalisée. Donc là je teste. Si jamais il n'y a pas d'erreur, j'écris sur la console OK. Donc le livre a bien été ajouté à la collection des produits. Alors,
deuxième possibilité, je vais rechercher un document. Donc la recherche de documents, encore une fois, ça se fait en utilisant l'objet collection qu'on vient d'avoir. Et il y a différentes méthodes qui sont proposées. Je me propose là de vous en présenter deux. La méthode find et la méthode find one. Vous l'aurez compris, la méthode find permet de retrouver plusieurs documents. La méthode find one propose de ne retrouver qu'un seul document. Alors ces deux méthodes utilisent un premier paramètre qui est un objet, qui est une query. Je décris ici ce qu'est un objet query. Alors c'est vraiment un objet JSON et qui va préciser des contraintes. Donc dans cet objet, on va mettre des contraintes sur les documents recherchés. Donc ici, vous voyez, si je mets rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire que vous recherchez quelque chose avec aucune contrainte? Ça veut dire que vous recherchez tout. Donc si jamais vous faites collection find crochet, donc ça veut dire vous demandez à retrouver toute la collection. Si au contraire, votre objet query propose quelque chose, ici une propriété nom égale livre.js, ça veut dire que vous recherchez des documents dont le nom est égal à livre.js. Donc c'est relativement simple en fait. Je suis bien comprendre comment ça marche. Et après, donc ça c'est MongoDB qui propose des opérateurs. Donc là ici, vous cherchez quelque chose dont le prix est LT, c'est lower than, donc ce qui veut dire inférieur ou égal. Donc là vous cherchez quelque chose dont le prix est inférieur ou égal à 11. Ok ? Donc collection find query va retourner un curseur. Donc là, il y a une possibilité de transformer, je montrerai ça juste après, ce curseur vers un tableau pour avoir accès à tous les éléments de retourner par la query. Ou sinon, si on n'en recherche qu'un, on va obtenir une callback qui, elle, va vous proposer deux paramètres et un des paramètres sera le document retourné. Donc c'est ce que je montre ici, dans cet exemple. Donc là, tac, l'étape numéro 1, je connecte ma base de données. L'étape numéro 2, j'obtiens la collection. J'ai recopié l'insertion, donc là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est une étape 3A. Et ici, je vais faire l'étape 3B, je vais rechercher quelque chose, donc find one, je recherche un seul élément, dont le prix est inférieur à 11. Et une fois cette recherche effectuée, cette callback sera exécutée. Vous voyez là que j'ai deux paramètres. Est-ce qu'il y a une erreur lors de la recherche? S'il n'y a pas d'erreur, quel est le livre qui correspond à cette requête. Donc ici, j'affiche le nom du livre retourné. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu comment on utilisait le driver pour accéder à la base de données. Il faut bien noter tous mes exemples. Là, j'ai utilisé des callbacks. Des callbacks, à chaque fois que j'utilisais une fonction de la base de données, j'avais une callback derrière. En fait, on peut se passer des callbacks. Il y a deux modes qui sont proposés dans MongoDB. Il y a le mode safe et le mode non safe. Qu'est-ce que ça veut dire? On va détailler un petit peu ça, et moi je vais vous conseiller d'utiliser le safe mode, plus que le non safe mode. Alors rentrons un petit peu dans les détails. MongoDB c'est un serveur, d'accord? Donc du coup, votre driver il va interagir avec le serveur. D'où, important, vous avez cette notion de Mongo Client. Ça veut vraiment dire que vous avez un client qui va interagir avec la base de données. Ça doit être un driver, c'est vraiment un client. Ok? Donc ça va prendre du temps, et donc il faut un peu gérer la façon dont vous allez interagir avec le serveur. Donc Node.js, classiquement, il va vous proposer deux modes pour interagir. À chaque fois qu'il y a un client-serveur, il va vous proposer deux modes. Le safe mode, ça veut dire quoi? C'est toutes les interactions vont se faire en asynchrone avec callback. Alors il y a deux mots à retenir, asynchrone ici et callback ici. Qu'est-ce que ça veut dire asynchrone? Ça veut dire grosso modo, vous demandez à effectuer quelque chose, mais vous passez à la suite, vous exécutez d'autres traitements. Et puis une fois, un beau jour, vous aurez le résultat. D'accord? Donc ça, c'est cette notion d'asynchrone, c'est-à-dire vous n'êtes pas bloqué, vous n'attendez pas que le traitement soit réalisé, vous continuez ici votre traitement, et puis un beau jour, vous recevrez le retour. Du coup, pour recevoir le retour, vous avez besoin de spécifier une callback, c'est là-dessus, c'est là l'idée, c'est cette callback qui sera exécutée une fois que le traitement ici sera réalisé. Donc c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, lorsque j'ai utilisé toutes les fonctions de la base de données. Donc là, je rappelle, lorsque je fais create collection, ici je mets le nom de la collection, j'ai des options que je peux fournir, j'en ai pas parlé. Et là, j'ai une callback, d'accord, qui sera exécutée une fois que la demande de la création de la collection sera effectuée. Alors il peut y avoir des erreurs, donc là j'obtiens les erreurs, ou bien il peut ne pas y avoir des erreurs, et dans ces cas-là, j'obtiens la collection. Alors le côté agréable avec le safe mode, c'est qu'on a une garantie du résultat, c'est-à-dire on est sûr que le traitement s'est exécuté. Donc on a la collection ou bien on a une gestion des erreurs. on sait qu'il y a une erreur. Alors on peut aussi utiliser cet appel en mode bloquant, donc en mode non-safe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander l'exécution de quelque chose et là on attend. Donc on est là, on attend, le traitement se fait, on a la réponse et là on continue. Donc là il ne se passe rien.
Hein, c'est un petit peu, on attend, il ne se passe rien du tout. Ok. Donc ça se fait comment? Ça se fait en appelant la méthode sans la callback et en mettant le résultat égal, hein, c'est le retour de la fonction. Donc là, on utilise le côté retour de fonction. Donc ça, pour tous ceux qui font de la programmation fonctionnelle ou du PHP, c'est le mode un peu classique. Eh ben, ce n'est pas le mode JavaScript. Pourquoi c'est pas le mode JavaScript? Parce que vous n'avez pas de garantie du résultat. Vous n'êtes pas sûr que dans collection il y ait quelque chose, d'accord? Là, s'il y a une erreur, comme vous savez. Donc il n'y a pas de gestion d'erreur. Il va falloir faire un if, etc., etc. C'est pas génial. Et puis surtout, vous êtes en mode bloquant, d'accord? Vous n'êtes pas en mode synchrone, vous n'êtes pas en mode asynchrone, vous êtes en mode synchrone, vous êtes en mode bloquant. Et ça, en fait, quand on fait du web, c'est pas génial. Donc il faut pas suivre ce principe. Donc je vais vraiment vous encourager à utiliser le safe mode, à utiliser les callbacks, même si c'est un petit peu compliqué au début. Ok, donc on a quasiment fini. Maintenant, il faut savoir comment on encapsule tout ce code dans un serveur, et nous, on va utiliser le serveur Express, pour pouvoir supporter REST. Et pour ce faire, il va falloir définir les routes. D'accord? Donc là, on va partir avec des conventions. On va sortir deux types de conventions. La première convention, c'est pour une collection, donc par exemple produit, et ben on va proposer les routes suivantes. Donc get, produit, ça va permettre d'obtenir toute la collection. Donc là, il faudra écrire le code JS qui va utiliser le driver MongoDB. Bon, ça c'est simple, c'est ce qu'on vient de voir, ça sera un collection.find et qui va retenir tout. Pour créer, ajouter un produit, on va utiliser post et on va mettre le nom de la collection, produit. Pour supprimer, on va faire delete. Voilà, donc je propose simplement ces trois routes pour chaque collection, get, post, delete. Pour un document, une autre convention, donc par exemple un document qui va s'appeler produit/1, je propose ces trois routes, donc get produit 1 qui obtiendra le document 1, put produit 1 qui permettra de modifier le document 1, et delete produit 1 qui permettra de supprimer le document 1. Donc ces routes, il va falloir les coder. Donc pour coder ces routes, on sait très bien qu'il va falloir installer le module Express. On sait très bien, donc ça c'est Express, var Express égale. On sait très bien qu'il va falloir initialiser une application, var app égale Express, tac, tac, tac. Et ensuite, il va falloir définir ces routes. Donc, je vous rappelle qu'il y a une petite vidéo qui est là-dessus, mais sinon, très brièvement, qu'est-ce qu'on va faire? app.get, hop. Donc là, on va mettre la route. Donc, par exemple, je vais le faire celui-là comme exemple, hop. Donc, ça sera produit. Donc là, comme je ne sais pas le numéro, je mettrai un paramètre. Et function avec la requête où j'ai plus de place et la réponse. Et ici, on va coder. Donc c'est là qu'on va utiliser MongoDB pour aller chercher, moi je ne vais pas y arriver, pour aller chercher les informations. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On fera une collection .find one. D'accord? Hop. Une fois qu'on l'a trouvé, on va écrire dans la réponse, donc res.send. Voilà, donc ça, il faut le faire pour toutes les routes. Donc on va avoir beaucoup d'app-get, app-put, app-delete, etc., etc. On va avoir beaucoup de code, et à chaque fois, on aura un petit bout de code JavaScript qui va exploiter le driver MongoDB. Donc tout ça, ça se structure. Il ne faudra pas oublier de bien structurer, d'avoir une architecture propre du code du serveur. Donc il ne faudra pas oublier en haut de notre code de charger tous les modules, d'initialiser les applications. D'accord? Donc ça, c'est tous les requires. On va faire les requires. Là, on va choper le Mongo client et on va construire l'app, comme je viens de vous montrer. Une fois fait cela, je vous propose de commencer par établir la connexion. Donc avant même de définir les routes, on va établir la connexion. Donc on va utiliser notre Mongo client.connect. Lorsqu'il sera connecté, on aura cette fameuse variable base de données, donc DB. Donc du coup, on pourra définir les routes et préciser l'interaction avec la base de données. C'est là où on va coder les app-get, etc. Une fois qu'on aura fini tout ça, on pourra démarrer le serveur et ça sera terminé. On aura un magnifique back-end avec la base de données et avec devant Express sur Node. Et n'importe quel client pourra aller chercher les informations en utilisant REST, c'est-à-dire en communiquant via HTTP. Voilà, j'ai quasiment fini. Je vous montre le code. Alors, il est un peu gros. Je vais passer avec mon éditeur de texte favori. Le voilà. OK. Alors, j'ai un nouveau jouet que j'utilise maintenant. Donc voilà, ce code, il est relativement simple. Je vous ai dit, je vais le mettre en disposition sur mon serveur. D'abord, le chargement des modules. Ensuite,
l'initialisation du Mongo Client et de l'app. Ensuite, vous voyez, ça c'est la troisième étape, je connecte à la base de données. Donc j'aurai la variable database, donc je vérifie, là c'est un check, hein, je vérifie si jamais j'ai pas d'erreur. Une fois que je suis connecté à la base de données, je vais accéder à la collection, donc nommée produit. Donc la collection, elle est là. Et une fois que j'ai accédé à la collection, je peux faire mes routes, app-get, app-post. Alors là, je fais les routes pour les produits. Mais si je vais plus loin dans mes codes, je trouverai, donc là, je n'ai pas codé app-delete, mais si je vais plus loin dans mon code, je trouverai app-get pour le document, etc., etc. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ces méthodes, on va changer de crayon, à l'intérieur de ces méthodes, vous voyez que là, c'est le code métier. Donc là, ici, je fais le find parce que je fais app-get sur les produits. Donc je fais un find, je fais un toArray et je vais écrire la réponse dans ma requête REST.send. Ici, là, voilà, ici, j'en cherche qu'un, donc j'utilise .id. Donc tac, 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 tac. Donc je suis obligé de passer par la construction d'un object ID. C'est obligé, c'est MongoDB qui me demande de faire ça. Et une fois que j'en ai trouvé un, ben, je le renvoie. Donc c'est relativement simple. Je ne résiste pas à vous montrer la démo. Donc auparavant, j'ai lancé, donc ça c'est mon application MongoDB, donc elle tourne. Ici, j'ai lancé mon serveur REST Server, il s'appelle bien REST Server ici, hop, je réduis ça, il s'appelle REST Server. Donc j'ai lancé mon application sur ma même machine MongoDB, j'ai lancé mon serveur, et je vais vous faire la démonstration. Donc là ici, c'est un navigateur. Si je fais localhost produit, j'obtiens bien un JSON, c'est la liste des produits. Si maintenant j'en prends un, celui-là par exemple, tac, 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 c'est son ID. CTRL-C, je le mets à la fin, slash, CTRL-V. Hop, là j'obtiens, je fais un get, je n'obtiens qu'un seul produit. Voilà, j'ai quasiment fini. J'ai même complètement fini. Je n'ai plus qu'à faire une toute petite synthèse, relativement simple. Donc on a vu REST, je vous ai expliqué ce qu'était REST. Donc REST, c'est vraiment ce principe d'architecture qui consiste à manipuler une base de données avec des requêtes HTTP. On se rappelle les trois principes, l'URL de désignation, la méthode HTTP et JSON, enfin, le format standard pour échanger les données. Donc on a vu qu'il fallait brancher cela sur cette notion de route pour utiliser Express. Et on a vu la mise en œuvre avec Node.js via notre super driver MongoDB. Hop. Je fais encore une fois un petit warning. Attention, restez sur un modèle asynchrone avec les callbacks. Ça vous permettra d'avoir un code efficace et qui sera surtout très réactif. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt. La prochaine étape, c'est quoi? On va passer sur le front et on va commencer à discuter d'Angular. À très bientôt.